Cette émission vous est offerte par RTL. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans ce magnifique décor du Petit Trianon. Ce soir, je retourne un peu à l'école, un peu. Mon invité de ce soir est au même titre que Kasongo Mwema, Kibambi Shintoa, Kabulo Mwana Kabulo et dans un tout autre genre, Zakari Bababaswe, un monument au féminin de la presse congolaise. Après son parcours académique à l'IFASIC, elle effectue toutes les tâches due à une professionnelle des médias. Speakerine, journaliste sportive, intervieweuse, journaliste politique. Elle est présidente de l'UNPC et rapporteure du CESAC. Son émission Deux sons de cloche et bien d'autres programmes restent gravés dans notre mémoire collective et je m'en vais la rejoindre. Chantal Kanimbo, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Chantal Kanimbo, vous êtes un peu un paradoxe. Oui, vous êtes journaliste depuis quelques temps maintenant, plus d'une vingtaine d'années, je n'osais pas le dire, mais vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Comment peut-on être autant intéressé par les autres, par l'actualité, par ce qu'ils ont à nous dire, et avoir une sorte de malaise comme ça, de timidité à parler de soi ? Oui, parce que je considère que je suis journaliste. Je suis là pour prendre les informations chez les autres, les informations auprès de ceux qui font l'action, ceux qui sont des acteurs, et les mettre à la disposition des consommateurs des médias. Je ne me considère pas comme acteur de l'information et donc je n'aime pas beaucoup me mettre en évidence parce que je présume que selon les normes professionnelles que ce sont les acteurs qui font l'actualité qui doivent être à l'avant-plan et nous, je pense que c'est ce que j'ai appris depuis la première année, nous sommes les héros dans l'ombre et donc on n'a pas à se mettre en spectacle, sinon on fait concurrence à ceux qui font le spectacle. Mais dans ce monde qui évolue par la force des choses, vous l'êtes acteur, non ? Je suis acteur médiatique, je ne fabrique pas l'actualité. Je ne suis pas une usine de désinformation. Nous puisons les informations chez différentes sources d'informations. Nous les traitons après vérification toutes les normes professionnelles requises. Mais aujourd'hui, vous êtes mon invité et je vais donc vous demander un petit effort pour me parler un peu de vous et essayer d'illustrer votre parcours de la manière la plus fidèle. Chantal Kanimbo, ici, dans cette émission, je suis un rituel qui est immuable, qui revient chaque semaine. La première question que je vous pose, enfin c'est une question, c'est vous avez entendu le portrait que j'ai fait de vous, est-ce que pour vous il a été fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous avez vécu? Oui, ce sont les grandes lignes de ma vie, de ma carrière professionnelle, de mon cursus universitaire. C'est vrai, pour aller à l'université, il faut passer par les humanités secondaires. J'ai fait des humanités littéraires et effectivement, il est fidèle. Juste une précision, que je n'ai pas attendu de terminer mes études pour entrer à l'OZRT. Radio-Télévision nationale congolaise. Je suis rentrée à l'OZRT après un concours. J'ai saisi une opportunité qui s'était présentée. On organisait un concours d'entrée pour recruter les speakerines. C'est un métier qui a disparu, de l'audiovisuel. Et donc moi j'avais saisi cette opportunité. Je suis rentrée, j'étais encore étudiante en deuxième année de graduat et donc j'ai parcouru ma carrière professionnelle en faisant les deux, et les études et le travail. Avant d'en arriver à ces années d'études et ce dont vous venez de me parler, Chantal Kanimbo, vous êtes née de qui, où?
Je suis née de Émile Kanemo, mon père qui est décédé alors que j'avais 12 ans. Je ne l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai connu comme enfant, mais comme majeur, je ne l'ai pas connu. Et donc, toutes les valeurs que j'ai apprises de la vie, je les ai apprises de ma mère, qui malheureusement est décédée aussi. Vous êtes né où, à quel endroit? À Lubumbashi. À Lubumbashi. Et vos jeunes années, vous les passez là-bas? Non, ici à Kinshasa, parce que mes parents sont arrivés ici à Kinshasa. J'étais encore bébé. C'était pendant la période trouble de notre pays, où il y avait des agitations, de la rébellion, la sécession, etc. Et mon père, d'après ce que ma mère m'a raconté, militait dans le parti lumumbiste, et donc au Katanga, vous connaissez l'histoire de notre pays, il ne pouvait pas rester là-bas, et donc il avait décidé de venir ici pour préserver sa vie et la vie de sa famille, et donc ils sont arrivés ici, et moi j'étais bébé dans les bras de ma mère. Et donc j'ai passé la plus grande partie de ma vie ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous gardez comme valeur de ces deux personnes qui vous ont l'une élevée et l'autre dont vous venez et que vous avez très peu connu? De mon père, j'ai gardé quand même le goût de la lecture, parce qu'il aimait beaucoup lire. Et je me souviens que je m'amusais à lire ses livres, même si je ne comprenais que dalle, mais j'aimais lire parce que je voyais mon père lire, et donc ça c'est quelque chose que j'ai gardé de lui, étant enfant. Et de ma mère, les valeurs que j'ai gardées, c'est de l'honnêteté, des dignités, les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, dans lesquelles j'ai été élevée avec tous mes frères et sœurs. Vous effectuez votre cursus scolaire, je parle de primaire et de secondaire, à quel endroit de Kinshasa? Au lycée Bosangani. Et puis j'ai terminé au lycée Motema Mpiko. Je vais coupler deux questions et vous aurez l'occasion de répondre aux deux en même temps. Quel est le souvenir que vous en gardez? Et surtout, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle adolescente étiez-vous? Oh, plutôt calme, plutôt réservé, ce que je crois que je suis toujours, même si j'exerce ce métier qui me permet d'être en contact avec tout le monde. Je pense que je suis de nature plutôt réservée. Je dirais même renfermée, hein, un tout petit peu. C'est un autre paradoxe. Non, oui, c'est un paradoxe parce que je me souviens de cela. Récemment, j'étais à Lubumbashi, et donc ma cousine avec qui j'ai vécu pendant les 2-3 ans que j'étais à Lubumbashi m'a rappelé quelque chose, parce qu'elle parlait à sa fille. Elle dit: oui, mais toi tu es comme ta tante, vous vous enfermez dans votre chambre, vous passez votre temps à lire. Et donc je me suis souvenu qu'en fait j'ai beaucoup grandi davantage à la maison qu'en étant en dehors avec des amis. Je pense que c'est peut-être parce que je suis du genre réservé, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas beaucoup parler de moi. Ce qui est encore paradoxal, parce qu'on entre dans ce paradoxe parce que pour moi il est intéressant, c'est comment est-ce qu'on allie la personnalité que vous avez, c'est-à-dire réservée, presque renfermée, comme vous l'avez dit vous-même, et le fait de devoir parler avec cet objet bizarre, là, avec la lumière rouge, le rapport à la caméra, le rapport au micro. Comment est-ce qu'on peut être et en même temps réservé et faire la carrière que vous faites? C'est un paradoxe qui demande une petite explication quand même. Non, je n'ai aucune explication. Je crois que je me sens à l'aise. Je me sens vraiment à l'aise avec le métier que je fais. Ça me permet de m'exprimer, ça me permet de m'extérioriser. C'est peut-être ça qui me fait sortir de mon cocon. Vous avez dit que vous étiez une adolescente timide, un peu renfermée. À partir du moment où vous sortez de cette adolescence et que vous rentrez dans votre cursus scolaire, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous comprenez, je ne sais pas si c'était une vocation, si c'est arrivé par hasard. Une vocation, je crois que c'était une vocation parce que depuis que j'étais toute petite, c'est peut-être le goût de la lecture que j'ai hérité de mon père, qui m'ont permis de lire pas mal de choses, qui m'ont mené partout ailleurs dans le monde, qui me faisaient découvrir d'autres cultures, d'autres horizons. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût à faire ce métier parce que je l'ai trouvé formidable. Mais quand
Quand cette vocation arrive, et je pense qu'elle date de tellement loin que vous n'arrivez pas à voir exactement quand est-ce que ça a commencé, est-ce que vous pensez à la radio et à la télé, ou est-ce que vous imaginez dans la presse écrite ou dans un autre média? Davantage à la radio, davantage à la télévision. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont les médias qui m'attiraient le plus. C'est peut-être aussi parce que je voyais des professionnels qui excellaient dans leur métier et qui m'inspiraient. Et je me disais que je voulais être comme eux, je voulais devenir journaliste et être comme eux, faire comme eux. C'est peut-être cela. Quand Chantal Kanimbo est petite, ou quand elle est adolescente, à quoi ressemble la télé congolaise? Oh, la télé congolaise, à l'époque, elle n'était pas très aussi variée qu'aujourd'hui, parce qu'on était dans un secteur monopolistique du média public, et donc le programme était assez varié, qui permettait quand même si on n'avait pas le choix, le seul choix qu'on avait, c'était Télé Zaïre et Télé Congo, mais je pense que c'était deux chaînes généralistes qui offraient quand même une variété de programmes qui pourraient attirer différents publics. Ok. Chantal Kanimbo, avant de revenir et de continuer dérouler le fil de votre longue et riche carrière professionnelle, donc on va prendre les éditos, on va voir les éditos et on se retrouve juste après avec Madame Chantal Kanimbo. Accédez à nos 600 aéroports à travers le monde et à tous les points de vente RTL. À nos réductions spéciales sur les hôtels sélectionnés, sur les appareils et les téléphones. Et encore, à des primes de fidélité exclusives et beaucoup plus. Tout ce que vous voulez, considérez que cela est fait. Un tout nouveau monde de confort. Le paradoxe congolais. Le paradoxe congolais, c'est l'extrême richesse, diversité, fertilité potentielle de notre pays et pourtant notre place plus que catastrophique dans l'échiquier mondial du développement. Je vais vous proposer une observation qui est très parlante sur ce paradoxe surréaliste et même risible s'il n'était pas si dramatique. Nous avons dans notre pays une capacité exportatrice presque illimitée. Richesse minière, fertilité du sous-sol, énergie hydroélectrique, les forêts, etc. Pourtant, nous n'exportons presque rien et la quasi-totalité de nos richesses minières sont exploitées par des multinationales étrangères. Pire, alors que comme je l'ai dit, nous n'exportons presque rien de notre infinie capacité, nous tirons 90% des recettes de l'État des taxes d'importation. C'est-à-dire que concrètement, le peu de cash que nous le prenons dans la poche d'étrangers qui savent beaucoup mieux s'organiser que nous, alors qu'ils disposent de beaucoup moins de capacités naturelles. Nous devrions, nous, les nourrir, et pourtant, nous prenons nos maigres recettes de leur poche. C'est en effet un paradoxe qui fait mal à la tête. Voilà, on se trouve après les éditos avec Madame Chantal Kanimbo. Vous nous avez parlé de votre adolescence, de ce côté réservé. On a parlé de votre cursus à l'IFASIC. Et puis, on va peut-être aborder le début de votre carrière professionnelle. Quand vous rentrez à l'OZRT, vous rentrez en tant que jeune femme. Comment se passent vos débuts ? Comment êtes-vous accueillie en fait? Non, je dirais plutôt bien, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé par faire l'ESFICAGE alors que j'étais étudiante. Et c'était assez difficile pour moi parce que
je devrais faire antenne soir à partir de 18h jusqu'à minuit. Et le lendemain, il fallait être au cours dès 8h. Et donc c'était assez difficile de ce côté-là, côté organisationnel, c'était assez difficile, mais bon, quand on est déterminé à faire quelque chose, on arrive toujours à trouver de l'énergie, à trouver le temps nécessaire pour pouvoir faire ces différentes choses. J'ai dit dans votre portrait que vous avez effectué pratiquement toutes les tâches dues à une journaliste, à une professionnelle des médias. Vous avez été aussi journaliste sportif, vous avez couvert le sport. Oui. C'était une affectation qu'on vous a imposée ou vous avez choisi? Non, j'avais choisi. J'avais choisi de faire le journalisme sportif. Je l'ai pratiqué pendant quelques temps. Et puis après, bon, la politique m'a attirée. Et donc je suis restée dans la politique. Vous aimiez le sport, ou vous aimez le sport comme une spectatrice, comme une aficionados, ou vous pratiquez? Je pratique aussi. Hein. Quel sport? Oh, la gymnastique, la marche, le jogging, aérobic, le tennis. À un moment, je m'étais mise au tennis. Bon, voilà. Donc vous vous intéressiez beaucoup au sport et c'est ce qui vous a... C'était pas une affectation Non, je m'intéressais beaucoup au sport. Et donc, comme journaliste, j'aimais parler des sujets des sports. Et donc, ça m'avait intéressée et je me suis lancée. Je pensais vraiment que j'allais y rester, mais bon, la politique a été plus fort et je suis restée en politique. Deux sons de cloche. C'est une émission qui intervient au début des années 90, je pense vers 92, 93. Non, 94. 94. Exactement, 94. Septembre d'ailleurs. En septembre 94, oui. En fait, c'est l'une des premières, je pense, je ne m'hasarderai pas à dire la première, mais c'est l'une des premières, en tout cas, émissions de débat contradictoire politique. Parce qu'avant, pour des raisons de régime qui sont plus ou moins évidentes, le débat contradictoire en politique n'était pas très répandu. Oui, effectivement, mais il y avait eu quelques essais, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés, peut-être parce que la démarche elle était trop globalisante, on voulait prendre tout le monde, c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas marché. Deux sons de cloche, peut-être ça a marché parce que ça mettait face à face deux personnalités de différents bords politiques. C'est peut-être ça qui a accroché et qui a attiré et qui a fait que l'émission ait eu beaucoup de succès. Cette émission a duré combien d'années? Bon, elle existe jusqu'à présent. J'ai été ravie de retrouver ça sur les antennes de la RTNC après un long moment d'éclipse. Après que je sois allée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, j'avais laissé ça à un collègue, mais bon, je pense qu'il n'a pas su maintenir l'émission et j'étais heureuse de voir que ça a repris. Quand vous étiez à l'animation de cette émission, est-ce que vous avez connu des moments de... Parce qu'un débat politique, c'est l'affrontement des idées, parfois même ça peut virer un affrontement, bon, certes pas physique, mais très tendu entre deux personnes. Oui, ça a failli un débat. Je pense que c'est même cette émission qui a lancé de deux sons de cloche, deux personnalités. Déjà, j'avais senti que ça allait être chaud au départ, hein, anecdote. À l'arrivée, j'ai accueilli le premier invité, je l'ai installé à la salle de rédaction, et puis le deuxième est arrivé, je l'accueille, je le salue, je lui tends ma main, il refuse de prendre ma main, il me dit non, j'ai mal à la main, j'ai les rhumatismes. Moi j'ai dit ah bon, ok, je le taquine un peu, je rigole, j'ai dit bon, je peux vous recommander chez un tradipraticien qui soigne ma mère, qui soigne très bien, elle n'a pas de problème quand elle prend, bon on a rigolé un peu. Puis je lui demande d'aller s'installer à la salle des rédactions en attendant la fin du jour, poursuivre le journal télévisé, en attendant la fin du journal télévisé pour pouvoir commencer l'émission. Il m'a dit non, moi je monte direct au plateau, au studio. Ok, il n'y a pas de problème, je l'ai monté au studio, je l'ai installé et puis je vais dire
à l'autre, à l'heure donnée, bon, nous sommes tous montés et on a commencé l'émission. Et puis après, les tons ont commencé à monter. Et puis à un moment, j'ai vu qu'il a tapé du poing sur sa table. Et, ça m'a étonné. J'ai dit non mais attendez, c'est quelle main? Et, oui, mais il a tapé avec la main droite. Mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait mal à sa main. Comment il a tapé sur là? Et puis bon, les tons ont monté. Et j'ai dû vraiment m'imposer, dire si vous continuez comme ça, j'arrête l'émission. Et ça a calmé un peu ses ardeurs et on a pu continuer. Quelles étaient ces deux personnalités volcaniques qui ont failli... Ngoï Douba, paix à son âme, et Lambert Mende Malanga. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas très étonné. Ah oui? Non. Voilà. C'est pas très étonné. C'est pas très étonnant. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que j'ai mis, dès le départ, il y avait une sorte de charte que chacun devrait respecter. C'est une émission de débat. On vient ici pour débattre sur des sujets d'actualité. Chacun présente ses arguments. Il n'est pas question, je n'admettrai pas, je n'accepterai pas qu'il y ait des écarts de langage, qu'il y ait des insultes. Dès qu'il y a ça, on va arrêter l'émission. Et je crois c'est un engagement que je faisais prendre à chacun depuis le contact de l'émission et avant de monter sur le plateau. Et vous n'avez pas senti à ce moment-là que le côté, comment dirais-je, affrontement pouvait un peu attirer vers ce genre de débat certains téléspectateurs qui n'étaient pas rompus à l'exercice de l'argumentaire politique. Vous savez, quand c'est chaud dans un plateau, quand ça commence à devenir vraiment tendu, il y a parfois certaines personnes qui viennent regarder en se disant... Non, ben vous savez, le débat, c'est ça. Hein, dans un débat contradictoire, il y a aussi le côté spectacle qui intervient. Mais il y a aussi affrontement d'idées qui permettent de mettre l'émission à un certain niveau. Le tout, c'est de garder un bon équilibre. Un bon équilibre de tout cela. Pas donner que l'importance au spectacle qui est donné, et puis finalement, on n'apprend rien au sortir du débat, quoi. Vous avez eu, et vous avez jusqu'à aujourd'hui, des responsabilités à l'UNPC, dont vous êtes la présidente. Non, aujourd'hui non. Vous étiez la présidente, pardon. Oui. Excusez-moi. Oui. Donc vous étiez la présidente et au CESAC, dont vous êtes le rapporteur. En tant que femme, avant de revenir sur ces responsabilités-là, en tant que femme, quel regard portez-vous sur votre métier en tant que femme? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti que c'était plus facile pour vous, plus compliqué, que c'était moins facile à gérer que pour un homme? Comment est-ce que vous vivez ce métier ici au Congo en tant que femme? Vous savez, c'est toujours une question difficile, hein, quand on me demande de voir les choses du point de vue femme. C'est difficile pour moi dans la mesure où j'exerce le métier selon les normes professionnelles, pas en tant que femme, mais en tant que journaliste professionnelle. C'est vrai que je peux avoir ma sensibilité de femme dans la gestion du métier, dans la gestion de certaines informations, mais de mon point de vue, ce qui prime, ce sont les normes professionnelles, ce sont l'éthique professionnelle qui prime et qui fait que, bon, je décide d'organiser les choses de telle manière ou de tel ordre en tenant compte des normes et de l'éthique professionnelle. Vous voyez que la réponse de Madame Chantal Kanimbo me renvoie gentiment vers les roses en me disant « oui, mais vous êtes gentil ». Moi, je ne réfléchis pas en tant que femme, c'est vous qui me rappelez constamment mon genre, alors que ça n'a rien à voir. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Donc je vais enlever le mot femme et le genre féminin de toutes mes questions dorénavant, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est... À partir du moment où on a des qualités, on a des qualités, où on a des compétences, on a des compétences. Je voulais vous poser une question sur, vous avez une carrière à cheval sur deux régimes politiques, entre guillemets. Vous êtes une journaliste politique, quelle différence vous remarquez dans le chef du personnel politique entre ces années de parti unique, ces années de transition et aujourd'hui où le système est rentré
peu ou prou, de manière imparfaite ou autre, dans le choix par les urnes des représentants du peuple. Je n'ai pas beaucoup pratiqué pendant la période des dictatures. J'ai vécu j'ai pratiqué davantage pendant la période de la transition, mais je pense que le personnel politique, il est le même. Il a toujours des ambitions de conquête de pouvoir et il essaie d'utiliser les armes qui lui permettent de conquérir le pouvoir. Pendant une période donnée, le personnel politique avait peut-être plus de maturité ou de culture politique ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que le personnel politique, de mon point de vue, même si les générations changent, le personnel politique a toujours les mêmes éléments qui le poussent à agir. Et donc je ne saurais pas vraiment mettre des différences entre le personnel politique de la première transition des années 90 avec Mobutu et la suite qui est venue. Je pense qu'ils réagissent tous de la même manière. C'est vrai, mais j'ai quand même noté un petit bout de phrase dans ce que vous avez dit. J'y ai perçu quand même une conclusion qualitative. Vous avez dit peut-être que le personnel politique d'avant avait peut-être un peu plus de culture politique. Donc ça veut dire quelque part qu'on a perdu en qualité, on a peut-être gagné en quantité grâce à toutes ces chambres et toutes ces strates qui se sont créées, les parlements provinciaux, l'exécutif et les parlements, il y en a beaucoup plus, mais au niveau du nombre. Mais au niveau de la qualité, vous avez l'air de dire qu'il y a un petit nivellement par le bas. Non, je ne dirais pas ça, mais bon, moi je constate quand même que le niveau du débat a baissé. Bon. Si le niveau du débat a baissé, ça veut dire que les qualités ont baissé aussi peut-être, non? C'est possible. C'est ma conclusion personnelle. Chantal Kanimbo, à partir d'un certain moment, vous prenez beaucoup plus de responsabilités, ou on vous les donne, ces responsabilités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, à l'UNPC, au CESAC. En tant que responsable de la profession et de tout ce qui encadre cette profession, quel regard vous portez aujourd'hui sur la presse congolaise? C'est une question difficile parce que c'est une question qui fait intervenir plusieurs éléments. Le contexte politique, le contexte économique, mais le contexte formation aussi. Parce que, vous savez, bon, peut-être comme on dit, autre temps, autre mœurs, nous quand on arrivait au métier, ceux qui nous ont précédés nous faisaient rêver, on sentait un tel niveau intellectuel dans leur chef que, se frottant à eux, on s'est senti dans l'obligation de se former aussi pour se retrouver au même niveau. Ça, c'est le point de vue contexte formation. J'ai l'impression qu'on ne fournit pas beaucoup d'efforts actuellement, intellectuellement donnés, pour pouvoir être à la hauteur de certaines discussions concernant les questions relatives à la gestion de la cité. Il y a le contexte économique qui fait que c'est vrai, depuis 90, on a beaucoup de médias qui existent dans l'espace audiovisuel de notre pays, mais le contexte économique tel qu'il est, bon, on a l'impression que ces médias ne sont pas vraiment organisés en entreprise, au vrai sens du terme. Et ça pose un problème de rentabilité, de fiabilité économique de tous ces médias qui a pour conséquence aussi qu'il y a des conséquences sur la qualité de contenu des médias proposés aux consommateurs des médias. Ça, c'est du point de vue économique. C'est vrai que la loi de notre pays donne à chacun la possibilité
d'investir, d'entreprendre dans les secteurs des médias, mais la loi fixe quand même les conditions, et ces conditions, ça je parle en tant que Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous avons constaté que ces conditions ne sont pas toujours remplies par ceux qui s'élancent dans ces genres d'entreprises. Et donc ça, c'est le contexte économique. Bon, le contexte politique, je pense qu'il a quand même évolué parce que nous avons passé 16 ans de transition à l'époque de Mobutu et puis il y a eu changement des régimes et puis nous avons eu les élections en 2006, nous avons eu les élections en 2011 et nous allons avoir les élections et ça donne quand même une certaine culture démocratique aux citoyens et donc ça devrait aider les médias à se mettre au même diapason à ce niveau-là pour pouvoir donner aux citoyens ce qu'ils attendent des médias. Parce que bon, maintenant dans les médias on a l'impression que c'est plus de propagande que de l'information et ça ne permet pas de former une masse critique qui pourrait aider à faire avancer le pays. Ben, c'est sur cette conclusion et sur ces observations avec le recul que vous avez qu'on va se quitter. Chantal Kanimbo, merci infiniment d'avoir été disponible pour venir répondre à nos questions. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir Chantal Kanimbo. Au revoir, à bientôt. Jean-Pierre a réussi à me faire parler de moi. Généralement, je n'aime pas beaucoup parler de moi. De chacun. Moi, j'ai une nature plutôt réservée, mais le métier m'a permis quand même de me soigner. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que généralement, c'est des questions que je zappe.